Ok, donc voilà, nous allons poursuivre avec justement l'ulcère gastro-duodénal et ses complications. Et tout à l'heure, nous étions en train de rappeler, n'est-ce pas, qu'il y a une différence entre abrasion, érosion, ulcération et ulcère, vrai, qui, n'est-ce pas, vous pouvez le constater, qui va jusqu'à la musculeuse, qui va jusqu'à la musculeuse. Et après, la musculeuse peut même faire une perforation. Voilà. C'est justement l'une des complications les plus couramment rencontrées, en fait, après l'hémorragie, n'est-ce pas? Il y a la perforation de l'ulcère gastro-duodénal, il y a la sténose, il y a l'hémorragie qui est la plus fréquente et le cancer de l'estomac lorsque l'ulcère se cancérise. Alors, vous voyez ici donc une image de perforation de l'antre gastrique et c'est une image d'une perforation que nous avons traitée au CHU de Yaoundé. Voilà. Donc, et pour ce qui est donc de cette pathologie que vous allez couramment prendre en charge dans les blocs opératoires, dans le cas des urgences de chirurgie digestive, vous aurez donc ici des péritonites, nous le reverrons, aiguës généralisées par perforation gastrique. Il faudra les traiter, accompagner, participer au processus de prise en charge de cette pathologie. Mais s'il y a quelque chose à dire ici, c'est qu'il faut absolument éliminer les perforations d'ordre tumoral. Parce que lorsque nous faisions de la physiologie de cette maladie, nous disions qu'il y a un déséquilibre entre les mécanismes agressifs de la muqueuse acide et la barrière muqueuse. Donc, mais il faut savoir aussi qu'il y a des perforations d'ordre tumoral, d'où l'intérêt dans le traitement chirurgical de cette pathologie de faire des biopsies, n'est-ce pas, pour être sûr que la perforation n'était pas d'origine tumorale, surtout lorsqu'il s'agit d'une perforation gastrique. Lorsque c'est une perforation du bulbe duodénal, l'approche est différente, on peut se passer de la biopsie. Voilà. Donc, une autre chose importante est la réanimation rapide de ces patients. C'est des patients qui très souvent arrivent en état de choc du fait de la péritonite et il faut d'abord les réanimer avant de les conduire au bloc opératoire. Il ne faut pas se précipiter pour les conduire au bloc opératoire. C'est l'erreur que certaines équipes font et on a des mauvais résultats après. Donc, il faut d'abord réanimer ces patients. Le premier temps de la prise en charge est la réanimation. Ensuite, suivra donc la laparotomie. En fonction de l'expérience des équipes, la stabilité du patient, l'approche laparoscopique peut être également discutée. Et voilà, le traitement, c'est une suture, n'est-ce pas, avec très souvent une épipoplastie de la perforation. En fonction des équipes et aux besoins, en fonction des conditions locales, pendant la chirurgie, on peut discuter d'un traitement chirurgical de la cause, notamment si c'est une agression, il y a une hyperacidité gastrique, des équipes, bien que c'est discuté aujourd'hui, peuvent proposer des traitements chirurgicaux du gars, vagotomie, anthrectomie, pour réduire, n'est-ce pas, la sécrétion acide de l'estomac. C'est discuté. Voilà. Une autre complication de l'ulcère gastro-duodénal, c'est la sténose gastro-duodénale. Voilà. La sténose duodénale peut se sténoser. Et très souvent, lorsqu'on a une sténose duodénale du fait de l'inflammation chronique en rapport avec l'ulcère duodénal, alors le traitement médical peut souvent marcher et à défaut de traitement endoscopique, il y a des méthodes de dilatation que les gastro-entérologues qui font de l'endoscopie interventionnelle peuvent faire pour rétablir, n'est-ce pas, le transit, le lever l'obstacle. Mais en cas d'échec, c'est en ce moment que nous participons à la prise en charge de ces patients. Plusieurs techniques sont proposées, les anthrectomies en anastomose, mais celle que nous faisons couramment et que vous aurez l'habitude de faire dans votre pratique demain, c'est la dérivation par une gastro-entéro-anastomose. Voilà, une gastro-jéjunostomie. Donc, c'est cette gastro-jéjunostomie que nous sommes en train de faire ici à l'hôpital Bethesda chez ce patient. C'est une gastro-jéjunostomie. Voici l'estomac que vous voyez là, et là, c'est le duodénum. Et nous sommes en train de faire une anastomose entre l'estomac et le duodénum. Donc, on fait une dérivation par gastro-jéjunostomie. Donc, ce sera l'une des thématiques que nous aurons à étudier profondément, puisque c'est une technique que vous allez très souvent faire dans votre pratique. Et également, la pyroplastie n'est plus beaucoup faite. Les gens préfèrent plus, dans notre pratique locale, n'est-ce pas, en milieu africain, les gens préfèrent plus la gastro-entéro-anastomose par gastro-jéjunostomie.
Donc, il s'agit donc de l'intervention de Billroth 2. Nous reviendrons dessus lorsque nous parlerons des gastro-entéraux-anastomoses. Il est important justement de parler de Billroth. Billroth, en réalité, c'est le père de la chirurgie digestive qui a vécu de 1829 à 1894. Et c'est donc lui qui a été le premier à proposer des dérivations, que ce soit déjà des gastrectomies. C'est lui le premier à faire des gastrectomies avec gastro-duodénostomie. Et puis après, il a proposé, n'est-ce pas, les gastro-duodénostomies. Donc, c'est quelqu'un que vous devez connaître parce que justement, vous entendrez parler de Billroth 1, de Billroth 2, de Billroth, voilà, etc. Donc, voilà, maintenant nous allons passer à la complication dont nous avons parlé, c'est-à-dire la plus fréquente, qui est l'hémorragie digestive. Et justement, dans les causes d'hémorragie digestive, notamment les causes qui dépendent du tube digestif haut, vous aurez les hémorragies en rapport avec par exemple une ulcération, un ulcère gastrique. Donc, c'est important et dans ce cas, c'est très fréquent d'ailleurs. Et lorsque vous aurez à participer à la prise en charge en cas d'hémorragie digestive venant de l'estomac, parce qu'elle peut venir également d'ailleurs, elle peut venir du tube digestif bas, devant, alors il faut savoir que c'est une urgence, une extrême urgence. Et comme c'est une extrême urgence, le premier temps, c'est la réanimation. Et il ne faut pas oublier, je vous l'avais déjà dit une fois, rien ne remplace le sang dans la réanimation. Lorsque un patient perd 2 litres de sang, il faut remplacer. Donc, les cristalloïdes, les macromolécules, les colloïdes qu'on peut donner, c'est pour attendre la transfusion. Et c'est pourquoi il faut donc préparer au moins 4 unités de sang, commencer déjà à préparer la famille pour avoir 4 unités de sang pour la réanimation de ces patients. Bien évidemment, il faut donner les antisécrétoires, il faut organiser la prise en charge endoscopique parce que la plupart des hémorragies digestives soit se soldent spontanément ou sont traitées par des méthodes endoscopiques. Et ce n'est que 10%, environ 20% au maxi, chez qui on a des échecs, n'est-ce pas, du traitement endoscopique. Et alors, en ce moment, la chirurgie peut intervenir en urgence. Voilà, maintenant, nous allons tout de suite, après, parler des hémorragies digestives.